Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur hommedinfluence.com. Alors ça y est, vous êtes ici pour la partie 2 des pervers narcissiques. Je vous rappelle que la partie 1 avait récolté beaucoup de commentaires, avait eu un très bon succès et on s'est dit que une manière de vous remercier, c'était d'abord de lire les commentaires, les gentils ou les méchants commentaires que vous avez laissés au bas de la vidéo et on va voir si... on va lire tout, même les méchants. On va lire tout, même les méchants. Bonjour Stéphane. Surtout les méchants. Bonjour Léo. Alors on va peut-être commencer tout de suite et puis on passera après à la partie suivante sur les pervers narcissiques. Donc on va commencer par lire les commentaires qui ont été au bas de la vidéo et je t'invite peut-être à lire les premiers et ceux qui t'intéressent. On va rappeler d'abord Léo le principe, désormais la règle de du rythme auquel on va diffuser les podcasts désormais. Ça sera un rythme globalement mensuel, mais plus ou moins rapproché, puisque maintenant, c'est vous qui avez les commandes. Les commandes, ça consiste à valider, à atteindre un certain nombre de pouces en l'air. Donc, on vous a demandé pour l'épisode précédent, enfin plutôt la vidéo précédente, je crois qu'on était à 350, qui ont été atteints en quelques jours. Donc, cette fois-ci, il me semble logique que l'on passe à 450. Voilà. Donc, le podcast suivant ne sera pas forcément publié dans un mois jour pour jour. Il pourra l'être plus tôt ou plus tard, en fonction de la vitesse à laquelle vous atteindrez 450 pouces levés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les commentaires, donc, comme promis... Et la deuxième règle aussi que beaucoup de gens ont appliquée, c'est de commenter pendant le podcast. Parce qu'on sait que c'est long de tenir une heure et de garder ses idées en tête. Mais le mieux est de commenter pendant le podcast. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien fait ça. YouTube l'a très bien compris et on peut commenter en temps réel facilement. Alors, par ordre de... Je ne sais pas comment ils sont classés. Ils sont classés, YouTube les classe par top. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux mettre les plus récents. Top, ça veut dire les plus validés, les plus soyés. Si tant est que plus soyés soit un mot français. Les plus soyés. Alors, d'abord, on a un certain Léo avec une belle photo à contre-jour. Alors, DJ2 Nu, donc probablement DJ de New, DJ to New, nous dit que c'est une très bonne vidéo. C'est plutôt un audio qu'une vidéo, mais vidéo, c'est devenu un qualificatif un peu général maintenant. Alors, il ou elle a une explication sur le comportement subordonné de la maman, qui reste donc sous le joug du tyran, de même que les autres femmes de son entourage. C'est assez essentialiste, alors à prendre avec des pincettes. La piste hormonale, parfois il y a des interactions hormonales entre H et F qui sont extrêmement explosives. F pur est fasciné par H pur, donc ça je pense qu'il ne l'a pas inventé. Fascinus, fasciné, phallus dans l'Antiquité, donc lui il a lu Le sexe et l'effroi de Pascal Quignard. Un H pur aura par excès un afflux testostérone. Enfin, il paraphrase un petit peu tout ce que je dis. Est-ce qu'il apporte vraiment du contenu? Il est d'autre part assez logique de retrouver un comportement compulsif vis-à-vis de cette hormone. N'étant sujette à aucun dispositif de régulation naturelle, elle peut... Oui, alors l'hypothèse hormonale, j'avoue que je n'en sais rien. Voilà. Ouais. Un pic d'ocytocine est aussi à constater maintenant, à chaque fois que j'entends le mot hormone, ça me fait penser, tu sais, à ces vieilles pubs. Je crois que c'était début des années 2000 où on entendait des lieux, des clubs de phéromones. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Où on disait, ou des parfums aux phéromones. On disait, tu te mets du parfum de partout de phéromones et tu vas voir plein de gens seront attirés par toi. T'as jamais entendu parler de ça? Non, mais par contre, moi j'ai participé à une émission de télé où on faisait sentir des t-shirts. Ça devait être un peu ça, un peu le même biais, j'imagine. Et c'était bien de sentir les t-shirts? Écoute, j'étais assez effaré. Alors, on va me dire que je tape sur H par souci stratégique d'audience, mais écoute, ce n'est pas vrai du tout. J'ai toujours, en temps voulu, et comme il le mérite, rappelé les travers de H. J'ai été assez effaré par le nombre de t-shirts de H qui puaient, mais encore une fois, ce n'est pas une odeur naturelle. C'est-à-dire que le fumeur qui
le gros fumeur, tu vois, sachant qu'il participait à une expérience et qui a pas pu, comment dire, enfin, dans le t-shirt puer la clope, qui a même pas pu se dire je fume pas dans ma chambre, enfin, tu vois, qui vraiment n'a pas respecté le minimum du SMIC de l'intelligence sociale. Le t-shirt sentant la cuisine, sentant la bouffe, enfin, c'était assez déprimant. C'était assez déprimant de constater que même quand les critères de sélection sont aussi simples, sont aussi clairs, sont aussi connus à l'avance, que tu ne sois pas foutu de restituer, je crois que c'était 4 ou 5 jours, ou 3, entre 3 et 5 jours, que tu ne sois pas foutu de restituer un t-shirt dans son état originel, sans odeur de graillon, sans odeur de cigarette et sans tache. Voilà. Bon, au moins, on peut pas dire qu'ils ont triché, quoi. Non, mais certaines filles, c'était pareil, tu vois. Enfin, à un moment... En fait, les deux, il y avait deux sortes de puanteurs. Tu avais la puanteur des filles, qui était simplement parce qu'elles avaient complètement truqué le jeu avec du savon et du parfum. Ouais. Donc, ça ne sentait que les odeurs de synthèse de chez Procter & Gamble, etc. Ouais. Donc, ça sentait les gels douche. Donc, ce qui était faussé le jeu également. Mais les mecs, c'était d'une négligence à mourir, tu vois. Ouais. Bref. J'imagine. Bref, on continue. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur ces hormones, là? Le pic d'ocytine constaté après l'accouchement, le malheur omniprésent. Donc, en fait, l'avis de DJ2NU serait qu'on serait surdéterminé par notre quête hormonale, alors que, pour moi, on a évidemment une recherche hormonale qui représente évidemment un de nos déterminismes, mais qui n'en est certainement pas le premier ou le principal, le top de la liste, qui n'en est certainement pas le moteur. Voilà. X-Prudzer lui répond je ne sais pas si tu es une femme, mais lorsque j'ai entendu Stéphane solliciter une réponse féminine, je ne m'attendais pas à en lire une aussi recevable que la tienne. Voilà, c'est un peu misogyne comme commentaire. X-Prudzer, on te tape sur les doigts. Voilà, je prends ma règle et je te tape sur les doigts. Alors, Timactr rappelle qu'il y a un gros travail à faire sur le parenting en France et dans le monde. Donc, manifestement, il a une petite tendance à surexploiter l'anglo-saxon, parce que quand même, sur la capacité à être parent, ça me semble... Oui, ou l'éducation donnée par les parents. Oui, enfin, autant il y a des néologismes qui n'ont pas d'équivalent en français, autant celui-ci en a quand même un. Donc ça la violence est à bannir, oui, sans blague, merci non à la violence, non au racisme. Au profit de l'explication et la négociation, faire comprendre aux gosses pourquoi on fait quoi dans le but de sensibiliser la légitimité de la logique plutôt que la légitimité de la supériorité de la force de l'adulte. Ouais, c'est un commentaire un peu simpliste. C'est un commentaire très simpliste et qui fonctionne toujours dans l'opposition droitière entre l'explication et la force. La force et la douceur, ouais. Voilà, alors que la réalité est évidemment un savant mélange des deux, et que l'enfant a besoin d'explications, mais également parfois d'une limite indiscutable. Le problème de l'explication, c'est que quand tu proposes une explication, tu attends de l'autre qu'il la comprenne et donc indirectement qu'il la valide. Et soumettre tout ce que tu enseignes à un enfant et tout ce que tu lui demandes à explication, c'est un petit peu comme un chef cuisinier qui viendrait systématiquement en salle tout le temps pour te demander si à ce stade de sa recette, il doit mettre un peu de rouge ou un peu de vert dans son plat. Oui, c'est très lourd. Ouais. Enfin, ça serait très lourd. Donc, Timactr, bon, on va lui mettre un pouce vers le bas, tiens, hop. Son commentaire n'est pas très pertinent. Pourtant, tu lui avais répondu qu'il soulignait un point très important. Un point très important. Oui, bah écoute, j'avais dû vouloir l'encourager à faire plus. Mais là, mon cynisme est revenu et de façon totalement réaliste et totalement objective. Tu lui avais une petite tape sur l'épaule et puis... Oui, c'est ça. Je lui avais mis ce que le prof, tu sais, met aux élèves quand tu sens qu'il y a un début d'effort, mais que ce n'est pas encore ça. Voilà. Tu mets 10 ou 11 avec tu peux encore mieux faire. Avec un petit smiley. Allez, on continue les commentaires. Peut-être un commentaire de fille pour être un petit peu égalitaire. Alors. Paritaire. Alors, Flowback, Florence, on suppose. Qui commente souvent et on ne sait toujours pas si elle est avec nous ou contre nous. Hein. C'est vrai. Florence, dis-nous d'ailleurs dans ton prochain commentaire si tu es avec nous ou contre nous, comme George Bush.
Une victime trouve toujours son bourreau. Cette femme n'a pas une once d'estime d'elle-même. Qu'a-t-elle vécu dans son c'est une femme. Pour en être là? C'est une femme. On voit le recours immédiat à la psychologisation de base, avec évidemment toujours l'enfance qui est toujours cette clé qui ouvre toutes les portes. Hein. C'est ça. On est surdéterminé parce qu'on a vécu enfant à 100%. Et est-ce qu'on peut être d'accord avec l'assertion que cette femme n'a aucune estime pour elle? Non, ça c'est une stratégie typiquement F, tu vois. C'est une stratégie typiquement F qui est que quel que soit l'éventail de preuves devant lesquelles tu les mettes, elles te sortent toujours que c'est un cas particulier et que le cas n'est pas représentatif. C'est un cas unique. C'est-à-dire que tu lui fais la liste des caractéristiques de F pur telles qu'elles sont incarnées par exemple par l'héroïne de 50 Shades of Grey, et elle va te dire que l'héroïne de 50 Shades of Grey est un cas parfaitement exceptionnel. Alors que moi, je vais te dire le contraire, c'est que s'il était exceptionnel, il n'aurait jamais été lu et partagé par 80 millions de personnes. C'est ça. Donc une F a 3 ou 4 façons de refuser systématiquement l'évidence, peut-être même seulement 2 ou 3, et une de ces 2 ou 3-là, c'est toujours d'excentrer le centre prototypique de l'assertion vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui est l'archétype d'un comportement, tout à coup, en devient un petit comportement périphérique d'une dégénérée. Alors qu'en fait, ça n'a rien de dégénéré. Au contraire, c'est le centre prototypique de toute une catégorie de femmes qui épousent des tyrans et des pervers narcissiques. Notre podcasteuse, la maman, ou non, plutôt la... Attends. Oui, c'est la maman de l'homme que Pulowski a choisi d'interviewer dans ce podcast, n'est absolument pas un cas isolé, c'est au contraire un cas d'école. Je vois. Alors, Dr Dream te dit que tu es très drôle. Ah, merci Dr Dream. Félicitations, Léo t'a tué. Hein. Constance, qu'on salue parce elle commente également régulièrement. Tiens, je te laisse lire. Alors, bon, Léo a dit qu'il fallait commenter en même temps qu'on écoutait. Oui, je l'ai dit. Alors, j'en suis au moment où Stéphane va expliquer l'énergie cinétique. Et il embraye sur le fait que les gens s'empressent de désapprendre. C'est marrant, cette récurrence. Il y a vraiment un problème de F et de la relecture, quoi, systématiquement. Oui, en plus, j'avais fait remarquer, et Constance avait pu soyer, mais toujours en faisant autant de fautes. D'ailleurs, il ne faut pas mettre d'espace entre chaque virgule, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais non, il ne faut pas mettre de majuscules en milieu de phrase, d'espace avant les virgules, enfin je comprends pas. Voilà, donc Constance, tu es en train de nous écouter en ce moment, écris un commentaire, il ne faut pas qu'il y ait de faute ni d'espace après les virgules. Enfin, plutôt avant. Je suis fichtrement d'accord, à l'école, quand ta prof de français de philo, de C ou je ne sais quoi te met... En fait, peut-être que Constance est la fille du dernier phone coaching, du dernier courrier d'électrice. Je crois qu'on t'a démasqué, Constance. Sa sœur ou sa cousine. On n'arrive même pas à lire jusqu'au bout. Je trouve pas le point de la phrase. Ah, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Et tu te retrouves sans S à parler avec des gens, espace, virgule, espace, et clairement leur raisonnement N sans A. Donc tu vois, elle met des espaces avant les virgules, mais elle ne met pas les apostrophes entre N et A. N'a aucun rapport avec leur conclusion ou leur raisonnement, ne parvient avec un S pas à mettre en évidence, sans accent sur le E, leur conclusion, mais ils s'en foutent parce que leur prof n'est plus là avec un... Oh là là, mon Dieu, bon allez, Constance, va apprendre à écrire, achète un Becherel, tu commences à nous faire chier. Comme on dit. Ah ouais, non, c'est pas possible, ce manque de respect, alors, de ne pas se relire, quoi. Constance, bordel, on met pas d'espace avant la virgule, enfin, mais où t'as vu ça? Elle met des espaces entre les... regarde mon écran, là, elle met des espaces... Oui, oui. Au moins, elle est cohérente. Partout. Partout où il en faut pas. Je connais un pervers narcissique. Oui. Constance va apprendre à écrire et tu reviendras après. Un dernier commentaire et après on va continuer avec notre podcast. Qu'est-ce qu'on fait? Une critique ou... Je ne sais pas. Tiens, celui-ci est très intéressant. Alors, il est évidemment, comme il est méchant, il est forcément à visage masqué et à pseudo. Stratos les donne, évidemment. Voilà.
Je dois Vas-y. avouer que je suis étonné de te voir aborder un sujet qui n'est pas dans tes cordes. Il me semble me souvenir qu'en 2 ans, c'est la Mais première où fois. sont tes cordes à toi, Stratos Ledon, pour décider ce qui sont des miennes? Cela dit, ceci n'est pas un reproche. La sociologie et la psychologie sont des domaines qui ont effectivement des intersections, mais leur cœur d'analyse est distinct. Ouais, donc là, tu enfonces des portes ouvertes. La perversion narcissique est une maladie physiologique et reconnue médicalement comme telle. L'aborder en définition... C'est pas parce que c'est une maladie reconnue médicalement qu'elle est physiologique. Il non, a, mais il c'est a- pas- il a peut-être il a peut-être voulu écrire psychologique, il est peut-être dyslexique. Ou elle. Je ne sais pas. L'aborder en définition en PN, je ne sais pas ce que c'est un PN. Mais ça, c'est quelqu'un, tu vois, ça, c'est un commentateur qui n'a pas le courage, évidemment, de révéler son identité, mais qui emploie du jargon lié à la science qu'il défend pour montrer qu'il l'a étudié ou qu'il en vit ou que c'est sa profession, tu vois. Voilà, les petits Dark Vador de l'internet, comme Stratos les donne, bah, quand vous critiquez, mettez votre photo. L'aborder en définissant un PN comme étant un seigneur de papier raté est Alors désolé d'abord, pour la- je n'ai jamais dit seigneur de papier raté car ça ne veut rien dire. C'est quoi, c'est quoi du papier raté? Je ne sais pas. Est une erreur monumentale pouvant entraîner de lourdes conséquences. Pour Et la en plus, dire que le PN, c'est pervers narcissique. Ah oui, peut-être, oui. Dire que bah oui, peut-être. En fait, un seigneur de papier ou Ah, je sais ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire un seigneur. J'ai dû dire que c'était un empereur ou un seigneur en papier mâché. Oui. Euh, Donc tu as mal écouté quand tu fais une citation, écoute donc- mieux. donc non seulement il a mal écouté, mais surtout il est imprécis dans sa manipulation des concepts, puisque seigneur en papier mâché ou empereur en carton ou seigneur de papier ne peuvent pas constituer des définitions. Ça s'appelle des métaphores, des comparaisons ou des allégories. Mais une définition n'est pas une métaphore. Une métaphore ajoute à une définition, elle ne s'y substitue pas. Alors il avance que de dire ça c'était une erreur monumentale pouvant entraîner de lourdes conséquences pour la suite de ton raisonnement. La première Oui, mais moi, erreur- ce qui va entraîner une lourde conséquence, c'est que toi non plus, tu ne sais pas écrire, que tu ne connais pas la différence entre les singuliers et les pluriels, et que ta syntaxe est bidon, hein, comme quasiment celle de tous les commentateurs. Donc, La lourde première conséquence, ça erreur- devrait être au pluriel. La première erreur est de sous-estimer l'efficacité de la puissance des pervers narcissiques sur une très large palette d'êtres humains, même solides et adultes. Mais je C'est- ne la sous-estime pas, Ah ben, je ne sais pas. puisque de facto, il y a de nombreux cas de relations où l'un est subjugué, comme l'a fait remarquer un très bon commentateur, subjugué, sous le joug. Il y a de très nombreuses relations où l'un est sous le joug de l'autre, donc de facto, il y a de très nombreux pervers narcissiques. Or, tous ne sont pas des enfants, donc tu tapes à côté de la cible, encore une fois, Dark Stratos. Vador. Cette première erreur induit par effet de cascade d'insinuer que les victimes sont en droit de se demander si elles sont matures, équilibrées et si elles ont conscience de leur libre arbitre. Cette insinuation est triste parce qu'elle rabaisse les victimes à leur incapacité à avoir été capables de constater les desseins du bourreau. Oui, donc bourreau, bourreau, El burro, B-O-U-R-O, el évidemment. burro. C'est de l'italien, c'est le beurre en italien, c'est passa mil burro. Bah écoute, non, bah c'est... Alors, tu vois, en avançant comme ça à tâtons et à côté de la plaque, il a quand même mis le doigt finalement. Et c'est comme ça qu'on se crée des pouces vers le bas, parce que tu vois, ce mec là, ou cette nana, je ne sais pas, va nous mettre un pouce vers le bas parce qu'on ose en fait lire et répondre à son commentaire. C'est comme ça que tu verras les pouces vers le bas au prochain... Et apparemment 14 personnes sont d'accord avec lui ou elle. Mais oui, mais c'est parce que j'ai commis une hérésie qui est d'approcher de la réalité et qui est d'évoquer le libre arbitre de la victime. Parce que évoquer le libre arbitre de la victime, c'est comme il le dit faussement, mais justement dans un certain côté, c'est mettre le pied dans un territoire totalement défendu, totalement soumis au dogme, et sur lequel il faut être totalement sectaire, qui s'appelle, j'ose à peine le prononcer, car je vais recevoir des insultes, qui s'appelle la part de... Attends, je cherche un synonyme. Cherche un synonyme. Pendant ce temps, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre des petits... Bah, de toute façon, on voit ton écran. Hein. T'es Je sais cramé, hein. Mais je sais bien.
La part de condamnation c'est l'hérésie absolue. Et ce que ne comprend pas la personne qui a une grille d'analyse psychologisante, c'est que la base de sociologie, c'est que tu n'évalues pas une personne ou un caractère, mais tu évalues une relation, c'est-à-dire la flèche entre les deux, et que pour évaluer une relation, tu présupposes que les deux ont des contraintes, que les deux sont à la poursuite d'un enjeu, que les deux ont des armes, que les deux ont un panel d'options disponibles, et donc tu es obligé de rappeler en permanence la responsabilité, l'implication des deux acteurs dans finalement la situation. Donc, c'est-à-dire en dernière instance, tu es obligé, si tu veux faire de la sociologie sérieuse et pas de la sociologie à moustache, comme, comment il s'appelle l'autre là, Kaufman. Le bourgeois là, Kaufman, qui doit se prendre pour Goffman. Donc, si tu ne veux pas en fait faire de la sociologie bourgeoise très accréditante et très validante pour les femmes pour finir invité au maternel à glousser, comme on le voit faire dans une autre vidéo YouTube, on mettra le lien dans un coin de l'écran, il est en train de glousser sur un plateau entouré de femmes et de bâcher systématiquement le H et le mal, en s'enorgueillissant de le faire, parce qu'il doit avoir du mal à réconcilier sa part de F et sa part de H lui aussi. Si tu veux faire la sociologie sérieuse, tu es obligé de postuler que les deux acteurs de toute relation et de toute situation ont une capacité de rationalité, ce qu'on appelle la rationalité limitée, et pas illimitée, limitée, et que ces deux acteurs sont, de par le simple fait qu'ils ont un panel de choix disponibles et qu'ils ont une grille de lecture personnelle, tu ne peux pas décorréler l'acteur de sa responsabilité. Et or, le bug des 14 personnes qui ont validé le Dark Vador du net, la Stratos les donne, leur bug est de ne pas arriver à articuler correctement, de ne pas avoir les capacités intellectuelles ou à la limite le sang-froid intellectuel, d'arriver à articuler correctement le concept de responsabilité et le concept de criminalité. Oui. C'est-à-dire que du moment où l'un ou l'autre des deux actants et des deux acteurs d'un système d'action concret est victime d'une action, d'un forfait, d'un méfait pénalement répressible ou simplement moralement répressible, alors ça doit tout à coup occulter et couper court, et là tout à coup la sociologie s'arrête, et là tout à coup on rentre dans la complainte victimisante. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est moralement répressible de mettre quelqu'un sous son joug et de lui faire vivre, et d'abuser de sa situation de pouvoir et de lui faire vivre ce que le paternel a fait subir à la maman du podcasteur. Là, c'est moralement répressible, mais il faut être capable, et il faut avoir la capacité intellectuelle suffisante d'articuler la notion de moralement répressible et celle du libre arbitre de la victime qui a bien, à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non, fait des choix qui n'étaient pas dans son intérêt ou de celui de son enfant. Et évoquer sa responsabilité n'est pas dédouaner le coupable. Et c'est là, en fait, c'est là que les fils se touchent, et c'est là que les esprits un peu simplistes bug. C'est-à-dire que rappeler ou évoquer ou à peine prononcer le libre arbitre, et donc en dernière instance la responsabilité de celui qui souffre, ça serait dans leur tête simple, dans leur esprit simpliste, avec leur connexion, leur médiation comme ça un peu à angle droit, ça serait immédiatement dédouaner et immédiatement accréditer le coupable, le bourreau, et l'inciter à continuer. Alors qu'en réalité, ce sont deux concepts qui doivent s'articuler de façon indépendante. Le bourreau peut être condamnable à 100%, et sa victime, on a le droit de réviser et de réécrire et de revisiter, plutôt que de réviser, de revisiter les stratégies comportementales de la maman du podcasteur, en évoquant qu'à des moments clés,
elle a pris ce qui, objectivement, était la mauvaise décision pour son fils. Tu vois ? Et c'est là qu'on ne donne plus du réconfort, on ne fait plus de la psychologie réconfortante, on fait mon métier, c'est-à-dire de la sociologie de l'action organisée, qui n'est ni morale, ni immorale, qui est amorale. C'est ça, on met les sentiments sur l'étagère, comme tu rappelles souvent. On met les sentiments de côté sur l'étagère, et en fait, tu te rends compte que les gens n'en sont pas capables et ils bug. Et du moment où il y a une personne qui souffre, étant eux-mêmes en position de souffrance, car ce sont des dominés du tertiaire probablement soumis à l'enfer du salariat, tout à coup, ils se sentent en empathie naturelle avec quiconque qui souffre, et du coup, ils blâment, au lieu de blâmer le burro, ils blâment il burro. Et tout à coup, ils blâment le médiateur qui fait l'analyse froide. Ils le blâment de ne pas, si tu veux, avoir la sensibilité ou le cœur de confondre le coupable et de soutenir la victime. Mais ce n'est pas mon métier, je ne suis pas assistante sociale. Exactement. Et à toutes les assistantes et assistants sociaux qui nous écoutent, mettez un commentaire et un pouce bleu. Est-ce que tu veux qu'on passe ? Enfin, c'est même pas est-ce que tu veux. Je pense qu'on devrait passer à la suite du podcast. Alors ça y est, vous venez de perdre l'écran de Stéphane, c'est tout à fait normal. Vous nous entendez toujours si vous avez bien réglé le volume de votre MP3 ou de votre radiophone ou je ne sais quoi. On va maintenant passer à la suite du podcast. La suite du podcast qui est les pervers narcissiques partie 2. Stéphane, je sais que tu adores les pervers narcissiques, ou en tout cas, oui, façon de parler. Tu apprécies les décrypter. Alors, tiens, puisque tu as prononcé le mot MP3, rappelons à ceux qui n'ont pas encore le réflexe que c'est très agréable d'écouter un podcast audio. Moi, j'ai toujours adoré écouter les podcasts audio, lapsus, sans forcément ressentir la nécessité de se trimballer son ordinateur ouvert à côté de soi. Donc, rappelons qu'il y a plein de petits sites gratuits pour transformer une vidéo YouTube en podcast audio. Par exemple, moi, j'utilise convert2mp3.net, donc convert comme conversion en anglais, 2mp3.net. Et en 30 secondes, votre fichier YouTube d'1 heure devient un mp3 et vous pouvez l'écouter partout dans la rue ou ailleurs. Certains me demandent pourquoi je n'upload plus les audios sur iTunes. Eh bien, parce que uploader sur iTunes, ça veut dire héberger. Alors d'abord, énormément de gens n'utilisent pas iTunes. Hein, quand on est, plus surtout, oui. Quand on est utilisateur, on a toujours l'impression que tout le monde l'est. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens n'utilisent pas iTunes. Uploader sur iTunes, c'est un coût, parce que ça veut dire les héberger chez un hébergeur de podcast. Et c'est un coût mensuel de quelques dizaines d'euros qui, à la fin de l'année, fait plusieurs centaines d'euros. Et j'avoue que, n'ayant aucune stat, il n'y a pas de stat de nombre de vues. De lecture, de téléchargement. Il n'y a pas de stat de téléchargement. Et autour de moi, je ne connais quasiment personne qui utilise iTunes. Donc voilà, à un moment, si je n'ai aucun retour sur l'utilité et qu'en même temps, ça représente plusieurs centaines d'euros par an, voilà, il y a un moment... on va... les poules font les œufs à côté des autres, si tu veux. Donc, exactement. On met les contenus à l'endroit le plus logique. Pour toutes les poules et les coqs qui sont présents dans les commentaires, continuez de commenter au fur et à mesure de la lecture de ce podcast. Comme ça, ça en sera encore plus agréable. Mettez des pouces bleus, ça c'est obligatoire si vous appréciez notre contenu. C'est surtout que ça débloquera le contenu suivant. Voilà. On rappelle, c'est 450. Mettez un commentaire. 450 pour le contenu suivant, hein, c'est bien ce qu'on a entendu. Oui. Alors, est-ce que tu es prêt pour que j'appuie sur le bouton play ? Allons-y. Allons-y. Ne travaillait pas puisqu'elle arrivait dans un endroit sans travail, sans rien, donc on ne survivait que grâce à l'argent que mon père pouvait donner, en complément des aides que ma mère pouvait avoir par rapport à ma sœur, aux assistantes sociales, à la CAF, etc. Donc mon père se forçait clairement ma mère à jouer avec le système. Et dès que ma mère vraiment ne pouvait plus, qu'elle était au bord du gouffre, là mon père donnait un petit peu d'argent. Voilà, juste pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc quand on avait faim et que ma mère avait plus de quoi manger à part du pain rassis, mon père me disait, oui, c'est comme ça, la vie elle est dure.
ça t'endurcit. Au moins plus tard, tu sauras gérer. Donc là, le pervers narcissique est sans limite. On se rend compte que non seulement il inflige tout ça à sa famille, et on va l'apprendre par la suite, alors que lui, il est dans l'opulence la plus totale. Il ne donne que quelques miettes de pain à sa deuxième femme et à son fils. C'est la perversion qui s'enfonce de plus en plus dans les tréfonds. Petit clin d'œil au dernier podcast, les fameux tréfonds où parfois on trouve l'amour. Non, c'était pas un podcast, c'était un courrier d'électrice. Un courrier d'électrice. Oui, alors là, tout à l'heure, un des commentateurs, un des haters, comme il s'appelle maintenant, haters, me reprochait d'utiliser mes outils d'analyse à des domaines qui devraient être résistants, d'essayer de faire une greffe qui n'a pas lieu d'être, et qui me disait, rentre chez toi, la perversion narcissique est une affaire de psychologue, de psychiatre, de psychanalyste, et tu n'as rien à en dire. En l'occurrence, c'était une remarque déplacée tout à l'heure, c'est une remarque un peu plus sensée en ce moment précis, puisque effectivement, la grille d'analyse du sociologue à lunettes ne permet pas, à elle seule, de comprendre comment un homme peut chérir l'opulence avec une femme et devenir radin avec une autre. Voilà. Il faut l'avouer, la sociologie n'a pas réponse à tout, et moi non plus. Donc je pense que une fois cette petite preuve d'humilité faite, il faut aller chercher réponse du côté d'autres sciences, d'autres humanités. Et en l'occurrence, celle qui me paraît la plus pertinente, c'est la définition, pour expliquer cette schizophrénie, ouais. La définition qui me paraît la plus pertinente, c'est celle de la perversion par la philosophie, et notamment par Gilles Deleuze, pour qui un pervers est quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne ressent pas, qui ne voit pas l'altérité. Et pour qui l'altérité, n'ayant donc aucun sens, aucune valeur, il peut la piétiner, il peut la faire souffrir, puisque l'altérité, pour lui, ne représente rien et certainement n'a pas la même valeur que pour lui. Donc, avec cette paire de lunettes-là, effectivement, ça fait un petit peu plus sens. C'est-à-dire que le père de Sébastien semble souffrir n'étant pas de la compassion morale, mais étant un jugement de fait, d'une incapacité totale à ressentir le malheur et la détresse de sa femme numéro 2 et du pauvre petit Sébastien. Voilà. Car s'il avait cette capacité à comprendre l'altérité, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage courant l'empathie, il ne pourrait pas infliger à ce gosse une pareille de faire la balle de ping-pong entre l'opulence et la misère. Ou alors, il n'a peut-être pas... Ou alors, autre hypothèse, il n'a simplement pas idée de la misère de son deuxième foyer parce qu'il n'y va jamais. Aussi, oui. Et il n'est pas du tout impossible qu'il suppose que cette femme ait un travail ou des revenus alors qu'elle n'en a pas. Il n'est pas impossible qu'elle refuse de lui dire pour des raisons d'honneur ou d'amour-propre, par exemple. Toute la misère dans laquelle elle vit, oui. Ce sont des raisonnements et des logiques tout à fait humaines que de cacher ses difficultés financières. Donc c'est une hypothèse qui est également envisageable, et je ne sais pas choisir entre les deux. Et on ne peut pas choisir entre les deux puisqu'on ne fait qu'avec les éléments que les podcasteurs nous donnent. Avançons. Avant, c'était t'as pas à avoir de réponse parce que tu peux pas comprendre, et là, ça devenait tu n'as pas à poser de questions, t'as pas à savoir, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce qu'on te dit, tu vis comme je te dis de vivre, et c'est tout, ça s'arrête là. En 4e, je fais mon stage chez mon père, dans l'entreprise de mon père. Je vais revoir mon demi-frère que j'avais rencontré à Saint-Étienne, Dominique. Mais je vais surtout rencontrer les deux autres, le plus vieux, Frédéric, et le plus jeune, Stéphane. Je mange chez mon père tous les midis.
Donc je mange à table avec sa femme et mes 3 demi-frères, attablés avec eux, avec mon père. Et là, je suis face à un truc hallucinant où j'ai mes 3 frères autour de la table, la femme de mon père, et moi, je suis le fils du client, puisque on est toujours dans un système de cachotterie où je ne peux pas dire qui je suis, je ne peux pas dire ce que je suis. Partagé entre le fait d'être content de rencontrer mes demi-frères et l'autre côté où je suis outré parce que, en plus de rencontrer la famille de mon père, je rencontre l'opulence de la vie de mon père, qui a énormément d'argent, qui a beaucoup de terrain en Italie, qui loue. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un pécule financier assez énorme. Donc là, je suis dans sa nouvelle maison qu'il vient de finir de construire, qui est une maison sur 4 étages avec 3 appartements qu'il loue, en plus de son appartement en duplex avec 5 chambres, un truc énorme, colossal. Les voitures, vraiment de l'argent. Et t'es face à tout ça et toi, tu n'arrêtes pas tout le long des repas que tu passes chez eux avec de la nourriture à profusion, où toi, tu te dis ce soir, j'espère que ma mère a pu avoir un bon d'achat pour faire des courses parce que sinon ce soir je mange pas. Sinon, ce soir, je ne mange pas. Alors, au début de son intervention que j'ai laissée volontairement un petit peu longue, il nous raconte cette espèce de scène de théâtre où la moitié des personnages ne savent pas vraiment qui il est, c'est-à-dire ses demi-frères, qui apparemment, il prend le masque du fils du client. Est-ce que la femme de son père est au courant ? Peut-être. Je ne sais pas. Oui, comme on se disait hier entre nous, il est très peu probable qu'une femme mère, comme la femme numéro 1 de son père, n'ait pas compris qui il était. Ouais. Parce que si la femme mère a bien une forme d'intelligence, c'est l'intelligence sensible des choses et des êtres relatives à son foyer. Donc il n'est pas possible qu'au sein de son foyer, cette femme n'ait pas eu ces capteurs sensibles, qu'il est averti que ce petit garçon n'était pas n'était pas le fils du client. Ça, c'est une évidence pour moi, qu'elle le sait, qu'elle est au courant. Voilà. C'est même plus qu'une évidence. Et ensuite, le fait qu'il soit ballotté comme ça, en passant de l'opulence à la misère, ça peut avoir des conséquences. C'est ce qu'on disait juste avant, avec une petite anticipation, comme on a écouté le podcast à plusieurs reprises. En tout cas, cette partie-là, du coup, on a un petit peu anticipé sur les commentaires. Donc, en fait, mon commentaire précédent s'applique à ce passage-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut vraiment n'avoir aucun respect, aucune compréhension et aucune humanité, être presque dénué d'humanité par rapport à l'altérité pour arriver à faire subir à son enfant cette vision schizophrénique du monde, quoi. Enfin, effectivement cette schizophrénie de vie, de fait, entre deux foyers où l'un manque de tout et l'autre ne manque de rien. Voilà. Tu rentres dans une colère intérieure, mais sans nom. Fin d'année scolaire. Alors, on ne se moque pas, parce qu'à mon avis, ils ont les mêmes problèmes que nous, qui est que c'est la recherche de musique libre de droit. Et en fait, quand tu t'y colles, tu vois que c'est très difficile, que toutes les musiques sympas, commerciales, que tout le monde connaît, ne sont évidemment jamais libres de droit. Et donc, tu erres sur des bases de musique libre de droit et tu mets des choses comme ça. Donc je ne me moquerai pas trop parce qu'un jour nous ferons la même chose. Non mais en plus moi c'était pas ironique. On sera condamné à mettre des musiques de merde comme ça. C'était pas ironique, je trouve qu'elle est pas trop mal celle-ci. Voilà. Ah d'accord. J'avais entendu de l'ironie dans ta voix. Non, pas du tout. On continue. Je me fais agresser au collège par un autre enfant avec un cutter. Donc là je suis terrorisé parce que première fois que tu es face à une arme blanche, c'est un peu particulier quand tu as 13 ans. Et j'en parle à mon père et mon père me dit écoute, pas de problème, tu sais où il habite ? Je lui dis oui, je sais où il habite. Écoute, on y va. Donc on va vers chez lui, on croise donc ce gamin. Et là, il attrape le gamin et là,
il dit à ce gamin, voilà, je t'explique, tu as agressé mon fils avec un cutter. Le gamin, non, non, c'est pas vrai. Et à force de discussion, mon père arrive à faire avouer au gamin que c'était bien vrai. Et là, il lui dit au gamin qui s'appelait Régis, il lui dit, écoute Régis, On c'est voit simple, quand tu vas même te que battre c'est une avec... autre époque, hein. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le gamin ne s'appellerait pas Régis, mais il Ah, s'appellerait autrement. On va pas dire ouais, comment. ouais, Il s'appellerait il s'appellerait autrement. ouais. Et aujourd'hui, si tu allais dans sa cité pour le confronter, Mhm. ça ne tiendra, la stratégie du papa ne tiendrait pas 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, tu aurais le Il se grand ferait frère, dérouiller. les cousins et le reste de la cité qui arriveraient, et le papa serait éventré. Voilà. Oui, c'est une hypothèse plausible. Dites-nous Donc ce que vous en on voit quand pensez. même que c'est totalement un autre monde et une autre époque où les parents pouvaient encore, oui c'est bien ça, pouvaient encore aller tirer les oreilles Des- du gamin qui avait chahuté leur fils en le traitant de en le traitant de petit garnement et en le mettant à l'épreuve. C'est une époque totalement révolue. Et en allant C'est- sur place chez lui, même pas à la Et en allant sortie de sur place chez lui, l'école. enfin, dans une espèce d'affrontement symbolique à un contre un. Mhm, mhm. Aujourd'hui, l'affrontement commencerait à un contre un, et au bout de 30 secondes, il serait à 15 contre un dans une cave, et le père serait éventré. Voilà, et ça ferait un beau fait divers dans Midi Libre ou je sais pas où. Allez, on Bah, ça ferait continue. un fait divers évidemment étouffé, comme tous les faits divers de cette nature, et il y aurait 3 lignes sur RT Magazine ou Le Parisien. mon fils, mais sans armes. Parce que quand on se bat à armes égales. Donc là, t'as pas de cutter, t'as rien du tout, tu vas te battre contre mon fils. Et là, autant lui que moi, on le regarde, on comprend pas. Puis moi, dans ma tête, je me dis, mais il est fou. Enfin, je suis face à un type qui a voulu m'agresser avec un cutter, je vais me faire tuer, je vais me faire démonter. Donc on se bat. Mon père nous regarde nous battre comme des chiffonniers. Alors la chance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai le dessus. Donc mon père est très fier, je rentre chez moi, moi je suis dévasté. Mon père est très fier parce que son fils a vaincu. Je passe tout l'été à ruminer là-dessus où je me dis mais je peux pas, j'ai pas les armes, ça devient trop, ça va trop loin. Donc Pardon, je coupe, oui. On vient quand même d'assister, permettez-moi l'expression, ou peut-être qu'elle est pas juste. Est-ce un rite initiatique dans l'éducation de ce petit garçon de se confronter comme ça si frontalement à une vraie bagarre, 1v1 contre un autre garçon de son âge, et aux yeux de son père, apparemment, qui en est très fier. Est-ce que c'est un Ben, sorte de rite c'est exactement mon analyse. C'est purement le rite initiatique de toutes les tribus traditionnelles. C'est de confronter le petit homme à la mort. Mhm. Hein, on rappelle que dans certaines tribus amérindiennes, il fallait tuer un membre de l'autre tribu. Amérindienne, indonésienne, africaine, tout ça, il fallait tuer un membre de l'autre tribu pour être considéré comme un homme valide et à 100% de ses capacités. Donc là, évidemment, bon, il y a pas de meurtre, mais c'est quand même un meurtre symbolique. Mhm. C'est le premier meurtre symbolique avant le meurtre du père, c'est celui de se venger par la force d'un autre petit garçon de la même catégorie d'âge et de poids. Donc, en fait, on voit que la, la... Hop, pardon, j'ai cliqué sur la vidéo, j'espère que je ne l'ai pas lancée. Non, c'est Je bon. te le souhaite. Oui, t'es encore là, t'es encore dedans, normalement, c'est bon. Donc, on voit qu'en fait, les mécanismes, le père étant quelqu'un de relativement opaque qui ne dévoile pas beaucoup ses mécanismes, ses motivations, ses enjeux, c'est ce qui l'anime. Mhm. Et quand il nous dévoile quelque chose, on voit qu'il est animé finalement par des rites extrêmement traditionnels, pour ne pas Mhm. dire préhistoriques, qui sont voilà, le combat, la force physique. Mhm. En gros, le père, c'est H pur, c'est manger, bouffer et baiser. Et se battre. Pardon, excuse-moi, manger et bouffer, c'est la même chose. C'est étendre son influence et sa puissance, Mhm. c'est-à-dire se battre symboliquement, bien bouffer,
Mhm. donc faire des repas opulents, et avec comme... donc ça, c'était 1, 2, 2A, 2B. Le 2B étant qu'évidemment, il n'est pas du tout sensible à l'altérité de son deuxième foyer, donc bien bouffer dans l'un et assécher et faire mourir de faim le second n'est pas contradictoire pour lui. Et troisièmement, donc bouffer, se battre, baiser, et manger, et troisièmement baiser, et c'est-à-dire avec Avec ces deux les femmes. conséquences que ça avait dans le monde traditionnel, c'est que contrairement à maintenant, bah, dans le monde traditionnel, quand tu baisais beaucoup, bah, tu avais 15 enfants, C'est ça. Bah, c'est un peu le cas, minimum. hein. Il en a quand même une ribambelle, hein. J'ai pas compté, mais il y en a au moins 5 ou 6 là, au moins. Oui, enfin, on n'en est pas non plus... c'est pas en mode tribu africaine, mais c'est pas loin. Exactement. On continue après le rite initiatique. À la rentrée, je m'inscris dans un club d'arts martiaux, dans un club de boxe thaï, pour apprendre à me défendre et pour extérioriser ce que je suis. La boxe taille. Tu as fait de la boxe taille, Stéphane? Oui, mais Ça fait contraint déjà... et forcé. Contraint et forcé parce que dans l'endroit où je me trouve, mon... En fait, il faut choisir les sports de combat par rapport aux affinités qu'on a avec son prof. Voilà. Ah. C'est mon avis, et pas par rapport à la discipline. Et Mhm. il se trouve que logistiquement, par rapport à où je me trouve et par rapport à l'affinité que j'ai avec les différents profs, et par rapport aux horaires où je suis disponible, c'est de la boxe taille. Mais c'est pas un choix. C'est pas Ça un n'est pas choix en un fonction choix du sport, c'est en de. fonction du coach. Oui, c'est plutôt un choix de personne. Oui. D'accord. Je préférais faire de l'anglaise, mais le prof d'anglaise aux horaires dispo. Enfin, le prof d'anglaise de mon niveau est vraiment, Pas est terrible. vraiment c'est vraiment le pire déchet que forment les sports de combat, puisque toute discipline. Mais non, mais toute discipline a des bons et des mauvais profs, et toute discipline est enseignée par des gens qui globalement, souvent, n'y ont pas beaucoup réussi. Bah, la sociologie de l'enseignement hors éducation nationale, c'est quand Mhm. même que si tu es prof de théâtre, c'est que tu n'as pas réussi à être le comédien que tu aurais souhaité être. Alors, il y a des exceptions, bien entendu. Ouais, Enfin, bah, dans le l'immense cas d'un prof majorité de des boxe, au bout profs, d'un moment, t'es obligé d'arrêter parce que t'es trop vieux. l'immense majorité des profs du cours Florent, du cours Simon, etc., sont Mhm. des gens qui t'apprennent un métier, un métier qui s'est toujours refusé à eux et qui leur a toujours fermé les portes. Ce sont des gens qui, dans le meilleur des cas, ont 3 figurations dans des téléfilms. Mhm, Et c'est mhm, un petit peu la même chose avec les sports de combat. C'est-à-dire mhm. qu'il y a énormément de profs de sports de combat qui sont des seigneurs de papier, Voilà. qui se sont effectivement, qui ont survécu quelques années dans ce sport avec un nombre, un quotient ratio défaite assez défavorable, donc ils n'ont pas généré de sponsors, donc à un moment ils ont dû arrêter. Et du Mhm. coup, ils impressionnent, ils impressionnent, c'est vrai, et ils veulent terroriser un petit peu leurs élèves, puisqu'ils sont Mhm. meilleurs qu'eux. Ouais. Tu vois, le parallèle, alors là, je ne pense que tu ne l'avais pas anticipé, et moi non plus, Ah bah c'est non. exactement la même dynamique et la même logique que Ouais. que le pervers narcissique. Mhm, mhm. C'est-à-dire que le prof de boxe frustré et désagréable est quelqu'un qui jouit et qui te rappelle et qui souligne systématiquement sa supériorité physique et technique sur toi, Oui. mais qui lorsqu'il s'est confronté des combattants entraînés sur plusieurs années, n'a pas réussi à faire carrière. Mhm, mhm. Mais par contre, il va systématiquement te rappeler, par à la fois les démonstrations qu'il va faire avec toi, ou bien en te mettant parfois en te faisant faire du sparring Avec des gens avec beaucoup plus forts. avec des gens beaucoup plus forts ou plus techniques ou plus rapides, il va te rappeler ton niveau réel. Et mon niveau réel n'est plus celui d'un débutant, et celui d'un niveau intermédiaire. Je me mettrai même pas en intermédiaire avancé, je me Mhm. mettrai simplement en niveau intermédiaire. Et il va sans cesse te le rappeler. Il va Ouais. sans cesse te rappeler ton infériorité par rapport à un intermédiaire avancé ou par rapport Un confirmé. à un confirmé qu'on appelle ici un pré-agonistico ou un agonistico. Et tu vois, c'est vraiment le seigneur de papier qui Mhm. jouit de la douleur que prend dans la gueule un niveau intermédiaire, qui jouit de sa supériorité technique ou de rapidité, ou etc. Alors qu'en réalité,
dans son monde réel à lui, qui est le monde des vrais combattants, Il est au bas de l'échelle. sa carrière a tourné court. Voilà. C'est la Mhm. même logique et la même dynamique que le pervers narcissique. Et ben voilà, comme quoi les digressions apportent à des concepts aussi. À peu près 1 an que j'ai attaqué la boxe thaï. Et je change de prof. Le prof qui était actuellement au club s'en va. Et là, un certain Marc Santoni arrive au club et se prend d'affection pour moi. Dans le sens où moi, j'étais une tornade en cours. Je me battais systématiquement. Pour moi, l'ennemi était le plus grand, le plus fort, le plus costaud. Et quitte à me prendre des roustes cataclysmiques, c'était pas grave. Il fallait que j'aille au charbon, il fallait que je gagne, il fallait que je me batte, il fallait que j'évacue tout ça. Et Marc a tout de suite vu que c'était pas logique, une telle colère. Donc, il m'a pris sous son aile et m'a forgé. Il a commencé à m'inscrire à des compétitions, voyant en moi quelqu'un qui avait du potentiel. Et il a commencé à m'entraîner C'est d'ailleurs, 2 heures tous les soirs. je ne sais pas si tu l'as remarqué, Léo, puisque toi aussi, tu as fait comme tout le monde et tu es allé rendre visite à une salle de boxe. Ouais. C'est un petit peu c'est à la fois la magie et à la fois l'énorme handicap de ce sport. C'est que tu te retrouves, toi qui le fais pour des raisons de maintien en forme et pour des raisons de curiosité, plus par rapport à une technique, tu te retrouves à faire du sparring avec des gens qui ont une rage terrible à expulser. Oui, on n'est pas sur les mêmes niveaux de colère. Exactement. Et en fait, quand tu n'es pas dans la colère comme toi ou moi, par exemple, aucun de nous deux n'est dans la colère, ce qui ne veut pas dire Qu'on ne peut pas qu'on s'énerver. fasse la même chose pour les mêmes raisons, mais je pense qu'aucun de nous deux n'a une frustration, une domination physique à évacuer. Et donc, du coup, quand tu te retrouves en sparring avec quelqu'un qui n'est ni plus grand ni plus lourd que toi, mais qui, lui, a le même genre d'état émotionnel que le Sébastien du podcast, ben, c'est un peu dur à gérer. C'est ça. Parce que du coup, soit tu te mets au même niveau que lui et tu n'apprends rien et ça devient deux gamins de cours d'école qui se battent et en plus tu peux te faire très mal. Oui. Et lui, il s'en Parce fout que généralement de se faire très mal. Enfin, voilà. il est là pour ça. Soit tu essaies d'être technique, léger et rapide, mais tu vois bien que tu es avec quelqu'un qui s'en fout, que ça n'intéresse pas et qui a simplement besoin de taper un autre parce qu'il ne peut pas taper son père, ou ne peut pas taper son prof, ou ne peut pas taper sa mère, ou il peut pas taper sa femme, tu vois. Oui. Et donc il vient se défouler à la salle. Et du Bah. coup, ce que tu as envie d'apprendre par la technique, tu ne peux pas, tu es obligé de passer ton temps en garde et à esquiver un type qui a simplement envie de te mettre par terre parce qu'il ne peut pas mettre la vie par terre. Et oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et Dans chaque salle, il y en a, tu vois, c'est toujours ceux qui ont le visage le plus abîmé, les pommettes les plus gonflé. les plus gonflées. Du lundi au dimanche. Très 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 poussé, très intense. Je rentrais de l'école, j'allais m'entraîner 2 heures et je rentrais faire mes devoirs après. Je m'étais confié à lui et je lui avais raconté toute mon histoire. Et en fait, lui s'est placé comme un espèce de mentor où il pensait que de me faire extérioriser toute cette colère, la faire évacuer et de finir par de la relaxation m'aiderait à évacuer tout ça par le biais du sport et petit à petit me calmer, Il pensait réussir à faire ça. Et sans le savoir, en fait, la seule chose que ça a fait, c'était me donner des armes pour aller plus loin. Là, il nous explique le raisonnement qu'avait son prof d'extérioriser cette colère pour tenter de l'apaiser. Et Sébastien nous explique que tout l'opposé s'est produit en fait. Hein. Il en a été que plus en colère, que plus vif, que plus énergisé, je sais pas si ça se dit, énergique. Et qu'en fait il est encore plus remonté qu'avant. Bah oui, c'est un peu des stratégies psychologiques de gens qui ne sont pas psychologues. Mm-hmm. Enfin, si combattre, enfin, la colère, c'est un petit peu comme la confiance en soi. La confiance en soi ne s'accumule pas Comme dans une une pile. petite boîte, dans une petite jarre, dans une batterie que l'on pourrait charger comme une batterie de téléphone et utiliser à sa guise, sinon ça serait trop simple. Et la colère ne s'évacue pas comme l'eau d'un arrosoir, sinon... va demander à Mike Tyson si le fait d'avoir remporté 60 ou 70 combats lui a permis d'expulser sa colère. Il suffit de lire sa biographie pour voir que ce n'est pas le cas. De se calmer, ouais. Tiens, il faudra qu'on fasse peut-être un jour un podcast spécial biographie, parce que je sais que tu aimes bien en lire, et que tu en as lu un certain nombre.
Oui, Il y mais a je vois pas peut-être très bien comment le faire. Ah bah, je sais pas, on trouvera une idée. On continue. Bah tiens, dites-nous en Je commentaire si vous deviens souhaitez Un un contenu podcast comme ça, un podcast spécial sur les biographies de autobiographie. grands hommes ou grandes femmes éventuellement. une arme de guerre. Je combattais en catégorie poids lourd senior. Je faisais 75 kilos pour 1m69. Enfin voilà, j'étais Ah, il est pas très petit. grand, mais en Ouais, très petit. J'avais oublié cette petite. face de moi, par contre, j'avais des molosses de 100, des fois 130 kilos, d'1m80, qui avaient 10 ans de plus que moi, j'avais vraiment du poids lourd costaud, et moi, je finissais 10e d'Europe, où j'ai été 3 fois vice-champion de France. Mais malgré ça, j'arrivais quand même à me faire disqualifier pour violence. J'étais vraiment rentré dans un système où je m'entraînais et j'affûtais cette violence et cette colère. Bah, confirmation de ce qu'on a dit juste avant. Tout cela ne sert à rien dans le but de vider comme un arrosoir sa colère, puisque en fait c'est un puits sans fond et ça ne se vide jamais en fait. Oui, ben, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tous les sports de contact frontal sont d'abord des sports de gens qui ont une violence à expulser. Enfin, c'est comme. Il Mhm. suffit de connaître 3 mecs qui font du rugby pour voir que c'est quand même des gens qui ont besoin régulièrement de prendre des nions et de s'en mettre. Ça leur fait un certain bien. Mon père, qui lui, par contre, avait fait de la boxe anglaise dans son jeune âge, a vu ça comme une grande fierté pour lui. Donc, il voulait me tester. Donc, quand il rentrait le soir, il sortait les gants de boxe et il fallait absolument tester le niveau de son fils. Donc, pour lui, c'était un jeu où on se battait ensemble, sauf que pour moi, dans ma tête, c'était très très loin d'être un jeu. Là, moi, je rentrais dans une lutte et dans un test contre mon père. Comme le film de Jurassic World, où dans l'enclos des raptors, le gardien des raptors dit les raptors se jettent régulièrement sur les barrières électrisées pour les tester tous les jours jusqu'à un jour trouver la faille pour pouvoir l'utiliser et s'enfuir. J'aime bien la référence à Jurassic World. À 16 ans, je décide d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on a 10 ans et qu'on pose des questions et qu'on veut savoir pourquoi, on a la réponse habituelle de tu peux pas comprendre, t'es trop petit, tu verras plus tard, tu verras plus tard. Bon, plus tard, ça y est, on y est. Je deviens quelqu'un qui a les moyens et physiques et intellectuels de comprendre et de l'affirmer et de le revendiquer. Donc je décide d'avoir une discussion avec mon père où je lui repose la fameuse question du pourquoi, mais là par contre il se défilera pas. Là je veux une réponse. Comment ça se fait que nous on vit dans un appart miteux HLM rempli de cafards, de machins, pourquoi nous on vit là-dedans et pourquoi lui vit dans l'opulence? Pourquoi il fait pas un choix? Pourquoi, s'il aime soi-disant ma mère, pourquoi il décide pas de vivre avec ma mère? Sauf que là, il commence à vouloir me sortir son baratin et je lui dis que j'en ai rien à taper. C'est les bonnes questions qu'il pose Sébastien à son père à ce moment-là. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable et ne pas me faire que des amis. Il pose les très bonnes questions à son père. Pourquoi ne les pose-t-il pas à sa mère? Mais ça, je ne sais pas, parce que son père est le tyran de l'histoire. Oui, mais c'est justement ce que je dénonce. C'est toujours cette vision unilatérale de la relation tyran-victime. Mhm, mhm. C'est, il pose d'excellentes questions à son père, et Mhm. l'heure était arrivée de le faire. Pourquoi ne demande-t-il pas à sa mère les raisons qui la poussent à supporter et à le faire vivre dans cette subordination infernale? On me répondra, c'est vrai que, à ma connaissance, son premier enfant, mais il en parle très peu, on a très peu d'informations à ce sujet, son premier enfant est handicapé. Ouais, il le dit qu'une fois. Donc on ne sait pas de quelle nature est l'handicap, on ne sait pas si ça demande de sa part une disponibilité 24 heures sur 24, on ne sait pas de quelles aides elle peut bénéficier, Ouais. mais il est logique, encore une fois, dans mon école de pensée et simplement dans un raisonnement humain honnête, que Mhm. s'il existe des bonnes questions pour le père, il doit également en exister pour la mère. Mhm. C'est-à-dire qu'un raisonnement valide ne s'invalide pas dès qu'on prononce le nom de maman. C'est un petit peu le drame du loupard de rue
qui a les fils qui se touchent dès qu'on lui parle de sa maman. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est vrai pour les autres femmes n'est pas vrai pour maman. Voilà, c'est ça. Mais là, on n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas dans un jeu, on n'est pas un loupard de rue, on s'est pas Dans fait la vraie tatouer vie. on s'est pas fait tatouer maman sur l'épaule, et on essaie de faire des sciences humaines, alors certes divertissantes, anecdotiques, agréables, pragmatiques et pas universitaires, certes, Mhm, mais à un moment, il faut quand même garder un peu la même rigueur de raisonnement. mhm. Un raisonnement valide sur tout le monde, et ce tout le monde incluant papa, doit également être valide sur maman. Voilà. Un raisonnement qui s'invalide chez des gens qui représentent pour nous une forte charge émotionnelle est un raisonnement qui ne fonctionne pas. Mhm. Je vois. Je vous vois écrire vos commentaires, c'est très bien. Continuez de Tu le les faire. vois, toi? Oui, je les vois, je les vois. Euh, D'accord. et mettez des pouces bleus pendant que j'appuie sur play. Je lui dis que non, je lui dis là, il n'y a pas de plus tard. Plus tard, on y est, maintenant, tu me réponds. Voilà. Tu me réponds. Tu me dis que je suis un homme, depuis que je suis gamin, tu me dis que je suis un homme quand t'es pas là, que c'est moi qui dois gérer la famille quand t'es pas là. Je protège mon frère, je protège ma sœur. Je suis là pour te remplacer, soi-disant, quand t'es pas là. Maintenant, tu me réponds. Puisque je suis un homme, c'est un homme qui te pose une question, là. C'est pas ton enfant qui veut savoir. Je veux que tu me répondes. Donc là, mon père n'a pas de réponse à me donner, en fait, parce qu'il en sait rien lui-même. Donc, vu qu'il n'a pas de mots et pas d'explications, il se lève, il va dans mon sac de sport, prend 2 paires de gants de boxe et me dit, ben écoute, tu veux faire l'homme, on va faire l'homme. Et là, il Oui, me c'est tend vraiment une un paire de ours, en gants. fait, son père, quoi. Oui, et ça confirme tout ce qu'on dit depuis le début. Complètement incapacité à communiquer, à avoir de l'empathie et à sentir les émotions de son fils. Et la seule chose qu'il comprend et qu'il arrive à matérialiser, c'est d'aller chercher les gants de boxe dans le sac de sport, de les chausser et d'aller se battre. Oui, il a complètement abdiqué son rôle de père et il n'incarne que son rôle de compétiteur, en fait. Exactement. C'est un compétiteur à son fils, à la fois symbolique et physique. C'est le sparring de son fils, c'est son test de délivrance, c'est son rite d'initiation, mais c'est tout sauf... il a abdiqué son rôle d'éducateur, voilà. Il ne l'élève en rien, il ne l'éduque en rien. Il ne fait qu'engendrer le cycle infernal de sa colère sans cesse. Pour voir si vraiment je suis un homme. Donc on se bat. Mais on se bat pour de vrai. Sauf que là, ben, mon père, certes c'est un adulte, mais c'est un adulte de la vie active qui fait plus de sport. Même s'il a un passé de boxeur, il n'empêche qu'il n'en fait plus. Et là, il se bat contre un jeune qui se bat déjà contre des adultes seniors, très 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 entraînés. Donc il repart avec un bel œil au beurre noir et 2 côtes fêlées. Donc là, moi je suis dévasté parce que j'ai frappé mon père, mais je l'ai frappé pour le briser, je l'ai frappé pour gagner, je l'ai frappé parce que je souffre, parce que je suis mal et qu'il ne me donne pas de réponse et que je deviens comme lui parce que n'ayant pas de réponse, je réponds par de la violence. Donc je suis face à quelque chose que je rejette depuis des années qui est mon père et je m'aperçois en même temps que je deviens la même chose que lui. Donc je suis dévasté. Et la seule réponse que j'ai mon père qui se plie en deux parce que 2 côtes cassées ça fait mal et où il me tape sur l'épaule en me disant c'est bien mon fils, je suis fier de toi, t'es devenu un homme. Voilà, tu es devenu un homme. Je crois que c'est le 3e chapitre de cette longue histoire. C'est le combat père-fils, où le père est complètement déchu, enfin je sais pas si on peut dire ça, mais il se prend une raclée de bas en haut, Mais de haut qui en bas. l'attendait probablement, il aurait été très déçu. Il eût Mhm. été très déçu de l'emporter face à son fils. Et il s'est pété de côte. Voilà. Bah, je pense que dans sa logique de H pur, c'est certainement, probablement, l'aboutissement parfait de son initiation. Bah, il le dit lui-même à la fin, hein. Il lui tape sur l'épaule, il dit ça y est, t'es un homme, mon fils. T'es un homme, mon fils. Est-ce que tu voudrais parler peut-être maintenant ou peut-être plus tard de qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes de réflexion sur la formation du petit garçon à l'homme plutôt que celle de se battre contre son père? Je m'abstiens volontairement d'en parler parce que ça ouvre trop de portes. Je pense qu'il faut rester collé à À ce à ce contenu. symptôme, à cette pathologie du pervers narcissique. Mhm. Et je pense qu'il est un petit peu dangereux d'élargir le périmètre
à l'éducation de l'homme en général. Mais si vous voulez élargir dans les commentaires, faites-le. Ça ouvrira peut-être des débats. Je continue la lecture. Et là, il s'en va. Je suis anéanti. Tellement anéanti que de 16 à 18 ans, je refuse de lui adresser la parole. À 18 ans, j'ai rencontré ma femme. C'est une longue histoire, ma femme, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, mais à 18 ans, on sort ensemble. Et elle, quand elle a appris mon histoire, elle s'est dit, mais c'est juste pas possible, une histoire pareille. Elle, qui est issue d'une famille tout à fait classique, un père, une mère, les deux s'aiment, mais voilà, ils aimaient leurs enfants, les oncles, les tantes, une structure familiale tout à fait classique. Et pour elle, on peut pas rester pendant 2 ans à ne plus adresser la parole à son père, c'est pas possible. Ah bah si, moi donc, ça fait 13 ans que je ne lui adresse plus la parole, je peux te dire que 2 ans, c'est tout à fait faisable. J'imagine. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaires à faire sur le mode de rencontre qu'il a eu avec sa femme, qu'il la connaissait depuis qu'il avait 12 ans et qu'ils se sont mis ensemble quand ils ont eu 18 ans. Bah non, parce qu'on n'a pas d'infos. Oui, alors on continue. Donc, elle a rencontré mon père chez ma mère pour savoir à qui elle avait affaire. Elle a essayé de recoller les morceaux en me disant « Seb, c'est l'heure, il y a ton père qui va arriver. » Cassés, ouais. Il faudrait que tu le vois un petit peu, vous pouvez pas rester là-dessus. Quelques années après, on essaye de monter une affaire ensemble, en se disant, bon allez, on va recoller les trucs, puisque mon père, le travail est quelque chose d'ultra important, peut-être que par le travail, il y aura un moyen de se retrouver, en tout cas de se connaître, de se rencontrer. Alors on essaye de monter un complexe immobilier et professionnel. Donc je trouve dans mon village, à Olioul, un immeuble à racheter. Et donc on monte le projet avec mon père trouve le projet fantastique et me dit, écoute mon fils, pour ce projet-là, je vais te donner ton héritage. Ah oui, je me souviens, excusez-moi, je coupe, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi à partir de ce moment-là avec cette histoire d'immobilier. Oui, ça m'attriste d'avance. Donc je vais laisser défiler, je sais pas si on aura beaucoup de commentaires à faire sur cette partie, mais vous allez voir, c'est très inquiétant. Et là, moi, je tombe des nues. Un héritage. Enfin, j'ai jamais rien eu de mon père et maintenant, il me parle d'un héritage. C'est quoi cette embrouille? Donc, il me dit, oui, ton héritage s'évalue à 350 000 euros. Et là, j'hallucine. L'immeuble coûte 580 000 euros. Donc là, mon père me propose de me donner 350 000 euros. Plus de la moitié. On bloque l'achat à l'agence immobilière pour l'immeuble. Mon père fait un chèque de 20 000 euros pour bloquer la vente. Je fais le tour des banques pendant plusieurs mois, on dépose les dossiers, on monte le projet bancaire dans une dizaine de banques différentes, etc. Et j'ai toujours un retour négatif sur les demandes de prêt. Je comprends pas trop et je décide d'aller à la banque dans laquelle j'avais mon compte en banque de gamin. Je connaissais bien ma conseillère. On s'appelait par nos prénoms, voilà, c'était pas intime, mais on se connaissait bien. Là, je m'assois, je lui explique le projet et tout, et puis là, elle me dit, Sébastien, écoute, ça serait fou qu'on te refuse ça. Ça serait hallucinant. Ça, vu tout ce que tu apportes, ça serait hallucinant. Écoute, je monte le projet, j'en parle à ma direction, et puis on fait la demande, et puis tu seras au courant dans la semaine. Je sors de la banque, j'ai pas le temps de sortir du parking, qu'elle me rappelle en me disant « Reviens vite à l'agence de toute urgence ». Voilà, c'est... Et donc, je retourne à l'agence pour voir ma conseillère bancaire. Et là, elle me dit, écoute, Sébastien, on peut pas te suivre sur le projet parce qu'on vient d'avoir un coup de fil de ton papa. Et là, je dis, ah bon? Et c'est vrai qu'avant chaque rendez-vous bancaire, je prévenais mon père pour lui dire, voilà, je suis devant telle banque, j'ai rendez-vous à telle heure avec tel conseiller. Vu qu'on était associés sur le projet, il fallait qu'il soit au courant de toutes mes démarches. Donc elle me dit, j'ai eu un coup de fil de ton papa qui nous a dit que tu étais fou, que c'était faux, que tout le projet était faux, qu'il n'allait pas te donner d'argent, que tu étais suivi psychologiquement par un médecin, qu'il fallait absolument pas te croire que tu étais complètement fou. Là, on rentre quand même dans une dimension qui est complètement démente. Enfin, l'histoire n'a plus aucun sens à ce moment-là. Je n'arrive même pas à recoller les morceaux avec le cas de... Ah là, on est vraiment dans les tréfonds, là, pour le coup. De sa perversion narcissique.
arriver, je crois que même un scénariste d'Hollywood ne pourrait pas écrire ça, arriver à monter un projet immobilier en faisant croire aux banques que son fils est fou, mais c'est une démence sans limite. C'est ce que je te dis, là c'est vraiment les tréfonds de l'âme humaine, donc ce qui pourra montrer à à l'auteur du dernier courrier des lectrices, si jamais elle nous écoutait, elle pourra voir qu'il y a plus profond que ces tréfonds à elle, largement plus. Oui. D'ailleurs, comment s'appelle ce dernier courrier des lectrices, si nos auditeurs veulent l'écouter? Il s'appelle... Attends, je suis en train d'aller voir, je ne m'en souviens plus. Comment s'appelle-t-il? Marquez vos commentaires, hein, continuez, ne vous arrêtez pas. Toute la clique, la Constance et toutes les filles qui commentent bien, tous les mecs aussi d'ailleurs. Alors je l'ai intitulé Emménager ensemble au bout de combien de temps? Voilà, où on découvre un courrier tout à fait charmant, avec une syntaxe délicate et singulière. Oui. On continue dans la démence, j'appuie sur play. J'hallucine encore une fois. Je comprends pas. Quel est même l'intérêt ou le but tactique de faire ça? Enfin, il n'y a aucun intérêt. Il dépense 20 000 euros pour bloquer la vente d'un bien immobilier et par derrière, il fait tout pour saper le projet. Donc ça n'a aucun... Ça n'a aucun sens. Si, il faut partir du principe que si le père le fait, ça a un sens pour lui. Oui. Si le père le fait, si le père, qui n'est pas spécialement dispendieux avec la famille de son fils, a décidé de griller 20 000 euros pour rien, ce n'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que ça a un énorme sens pour lui. Est-ce, hypothèse 1, une revanche sur l'émancipation de son fils et une volonté de le faire échouer? Ouais, peut-être. Est-ce, hypothèse 2, une façon de se rendre nécessaire en mettant un petit peu son fils sous tutelle, c'est-à-dire en attendant que son fils vienne le chercher, implorant, vienne le chercher pour l'aider à mettre sur pied le projet? Ce sont deux hypothèses qui, à défaut d'être validables, sont au moins recevables. Oui, je vois où tu veux en venir, ouais. C'est une façon d'inverser. Ouais, je vois. Aucun intérêt, aucun. Mais là, par contre, je suis face à un autre problème, c'est que la violence avec mon père n'a servi à rien, me battre avec lui ne l'a pas fait changer, l'ignorer pendant des années ne l'a pas fait changer. Donc je décide à ce moment-là de ne plus me confronter à lui, mais par contre de me venger. Plus aucun besoin de réponse. Parce que de toute façon, il n'arrivera pas à m'en donner. Donc là, c'est pas une réponse que je veux l'anéantir. Mais je veux pas l'anéantir physiquement parce que c'est facile pour moi. Je m'aperçois que le point commun à toutes mes démarches, c'est l'argent. Et mon père a une passion viscérale pour son argent. C'est sa drogue, c'est son moteur, c'est son but de vie, plus que l'amour, ses enfants, sa femme. Pour lui, c'est l'argent avant tout. L'argent, quatrième pilier, s'il en est de H pur, hein, d'une certaine manière. Après, la bouffe, la baise, la bagarre et l'argent. Hein. C'est ça. D'ailleurs, on se pose toujours la question d'une figure un peu médiatique qui ressemblerait le plus possible à H pur. Et tout à l'heure, je me baladais sur Facebook et j'ai repensé, je pense que tu connais à ce bonhomme-là. Connais-tu Dan Bilzerian? Oui, bien sûr. Enfin, je le connais comme tout le monde. On a tous vu on a tous vu ses frasques. Les yeux écarquillés devant le type entre ses 3 Lamborghini, son bateau et ses 15 Playmates. C'est ça. Lui, dont chacune doit rêver de se faire évidemment de se faire un polichinelle pour pouvoir garder un petit billet. Je trouve qu'il correspond bien à notre définition d'aujourd'hui. Faudrait demander à son fils s'il en a. Je sais pas. Oh, il doit en avoir beaucoup des enfants. Oui. Allez. Quand il a fait un chèque de 20 000 euros pour bloquer la vente de l'immeuble, c'est moi qui ai déposé l'argent sur un compte de dépôt et je l'ai déposé à mon nom.
Donc, quand j'ai pu annuler la vente auprès de l'agence immobilière, avec le papier de la banque comme quoi le prêt était refusé, l'argent a été débloqué à mon nom. Donc, je n'ai rien dit. J'ai gardé les 20 000 euros sur un compte à moi. Quelques mois après, j'appelle mon père pour lui dire, écoute, on a un problème, l'acheteur nous file entre les doigts, il veut casser le contrat de vente, il nous suit plus parce que c'est trop long, je comprends pas, j'arrive pas à avoir de prêt bancaire, je comprends pas, machin, etc. Donc il me dit, écoute, pas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, ben écoute, faudrait qu'on lui achète sa licence 4, mais il en demande 20 000 euros. Il me dit, écoute Seb, je peux pas te donner 20 000 euros tout de suite, mais je peux te donner 10 000 euros. Il me renvoie 10 000 euros en liquide. 10 000 euros que je prends et que je remets sur le même compte où il y avait déjà les 20 000 euros. Et je ne dis plus rien, calme plat. L'histoire dure 6 mois. La folie de cette histoire ne s'arrête plus. Hein. Au bout de quelques temps, il me dit écoute Sébastien, je vois bien que l'affaire ne va pas marcher, que ça n'aboutira pas, donc j'ai bien compris que tu n'y arriveras jamais. Je lui dis ouais, tu vois, tu as bien compris que je n'y arriverai jamais. Deuxième hypothèse. Ce qu'il vient de lui dire que tu n'y arriveras jamais. Son échec. Il souhaitait son échec. Ah, c'est sûr que là, il met toutes les cartouches de son côté. Ouais. Finalement, c'est un petit peu bizarre la façon dont il compte la fin de cette histoire, parce qu'on approche de la fin, encore 5 minutes tout pile. J'ai pas bien compris d'ailleurs l'enchaînement, pourquoi il est passé de ça à ce projet immobilier, mais bon, admettons. Il me dit bah écoute, si ça ne marche pas, donc comment je fais pour récupérer mon argent? Et là je souris gentiment et je lui dis mais quel argent? Il dit je t'ai donné 30 000 euros pour cette affaire. Ah, je lui dis, écoute, je sais que moi j'ai 30 000 euros sur un compte d'économie, mais toi tes 30 000 euros, j'en sais rien. Quoi? Mais t'es un voleur, tu me prends mon argent, espèce de sale type. Je dis, ah oui. Je dis, tu sais papa, je t'avais dit un jour, je me vengerai. Et le jour où je me vengerai, je frapperai où ça fait mal. J'étais gamin. Ne crois pas que j'ai pas appris que tu appelais dans mon dos pour dire que j'étais un fou suivi médicalement et tout. Voilà, je l'ai su. Mais je l'ai su depuis le début. Et je dis rien depuis le début. Voilà. Donc là, tu vois, tu es en train de goûter à ma vengeance. Maintenant, tu viens de perdre 30 000 euros. C'est con. Et là, j'ai raccroché. Calme plat. Ma femme tombe enceinte. Je n'ai plus aucune nouvelle de mon père. Plus aucune. Mais il ne voit presque plus ma mère, plus rien. Et mon fils naît. Et là, j'ai un coup de fil de mon père. Énorme. Mon père m'appelle pour me dire, écoute, on ne s'entend plus, tu m'as trahi, soit, j'encaisse, mais comment je fais pour voir mon petit-fils? J'ai passé 30 ans à ne pas savoir qui j'étais. J'ai passé 30 ans à subir des violences psychologiques, à être violent avec mon prochain, à être dans la colère en permanence, à me battre contre tout ce qui pouvait se confronter à moi. Et aujourd'hui, je suis papa. Ce jour-là, j'ai enfin une étiquette sur le front qui dit qui je suis. Ah, mais tu vois, sais pas si c'est sa part de F, ça. Ah bah, tu m'as ôté les mots de la bouche. Oui, j'allais dire, voilà, c'est quand même bien dommageable c'est dommage plutôt pour Sébastien qu'il ne puisse se définir que par sa parentalité. Que par le fait d'être père, oui. Comme si jusqu'à maintenant il n'avait été rien. D'ailleurs, on peut peut-être se demander si c'est pas un peu une réécriture, je trouve, cette phrase. Probablement que si on lui avait demandé qui il était avant de devenir père, il aurait sans doute donné une réponse plutôt que je ne suis rien. Oui, c'est un petit peu de la rhétorique sophiste que tu nous fais là, Léo. Écoute, il est minuit 11, alors on continue. Non, il n'est pas minuit 11, il est 9h11. Pardon, excusez-moi. Bonjour, bonsoir. J'étais un bon fils, je sais pas si j'étais un bon ami, je sais pas si j'étais un bon mari, mais je suis papa. Et à ce moment-là, moi, en tant que papa, c'est inconcevable de pouvoir faire à mon fils tout ce que mon père a pu faire à sa famille. Donc là, j'ai pas 36 solutions. Ce mec-là a le culot de me rappeler après ma vengeance, après l'avoir terrassé. Donc je lui dis, écoute, apparemment, t'as pas tout compris.
Donc, mon fils, c'est mon fils. Si un jour, quand il est plus grand, il décide de rencontrer son grand-père, je l'amènerai, mais ça sera mon fils qui le décidera. En âme et conscience, en est au courant de tout ce que tu es. Au jour d'aujourd'hui, mon rôle est de protéger mon fils. Tu ne verras jamais mon fils. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Tu as 3 jours pour quitter le pays. Dans 3 jours, je viens chez toi, armé. Si tu es encore chez toi, je te fume. Et j'ai raccroché. 3 jours après, je suis allé chez lui, armé. Je vois l'un de mes demi-frères qui me regarde choqué parce que malgré toutes les histoires, tout ça, il me voit arriver du jour au lendemain au bout de tant d'années. Je lui demande où est notre père. Donc là, je dis clairement qui je suis, quoi. Voilà, où est notre père? Et là, il me répond, il est en Sardaigne et c'est pas prévu qu'il revienne. Très bien. Je fais demi-tour et je suis reparti. Et maintenant, maintenant je suis papa, mon fils a 8 ans. Je sais pas ce qu'il faut faire pour être un bon père, mais en tout cas, grâce à tout ça, je sais pertinemment ce qu'il faut que je ne fasse pas. Je sais plus si ce sont les derniers mots. Attendons quelques secondes. Il y a Charlotte qui va remettre une couche, non? Si chez Charlotte, je coupe, je préviens tout le monde. Charlotte, où te caches-tu? Je crois que c'est la fin. C'était un épisode. Merci Charlotte. Merci Charlotte. C'était un épisode de Slate.fr. On les remercie quand même d'avoir hébergé ce contenu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en 1 heure ou un peu plus, on a décrypté cette histoire qui s'est passée pendant au moins une double dizaine d'années, me semble-t-il, ou même sur toute la vie de ce Sébastien, depuis ses 4 ans jusqu'à ce qu'il devienne père et que son fils ait 8 ans, atteigne l'âge de 8 ans. Il ne voit toujours pas son père qui l'avait menacé de le buter. Il s'est barré en Sardaigne. Qu'est-ce que... Oui, on se demande même, c'est peut-être une curiosité malsaine, mais on se demande même ce qu'il aurait fait si le père avait été là. Est-ce qu'il l'aurait vraiment buté? Ouais, je sais pas. On est en droit de se poser la question. S'il l'avait fait, à mon avis, il aurait peut-être pas fait de podcast sur Slate, tu vois. Je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Si vous avez trouvé que nos voix étaient un petit peu feutrées ce soir, c'est parce que celle de Stéphane se réveillait et la mienne commence à s'endormir. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié le contenu, que vous êtes toujours en train de commenter au bas de cette vidéo et de mettre des pouces bleus. Stéphane, on t'entend cliquer depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu fais. Je cherche un livre que je vais recommander. Un conseil de lecture, peut-être. Un conseil de lecture. On devrait faire, regarde, j'ai une idée à minuit 15, de la même manière que dans les séminaires mathconsulting.fr, math-consulting.fr, il y a des recommandations de lecture et des citations. On devrait faire des recommandations de chaînes YouTube quand on fait des podcasts. Voilà. Pourquoi pas? Écoute, j'ai pas de recommandation de chaîne YouTube. Par contre, j'ai une recommandation de lecture qui s'appelle 1001 règles pour mon fils à venir. Et de quel... 1001 rules for my unborn son. Quel est l'auteur? Qui? Alors, je viens de t'envoyer le lien sur WhatsApp. Il fait également un podcast, tiens. L'auteur, c'est Walker... Donc un homme. C'est quoi ce bordel? Walker, Lamo, je sais pas quoi. Attends, j'ai suivi un lien bison, là. Si vous voulez rester avec nous, vous pouvez... Walker Lomonde, ou Lamonde. Ok, très bien. Rules for my unborn son, de Alors, Walker Lomonde. Du coup, tu ne l'as pas lu encore. Et en fait, c'est comme si je l'avais lu, puisque il a extrait une citation, une phrase par... ce sont des recueils de conseils très courts, donc un petit peu comme des citations.
Et c'est un blog, c'est un Tumblr que je suis depuis des années. Donc je pense l'avoir indirectement lu. Et apparemment, il a également fait un podcast avec Art of Manliness. Oui, Art of Manliness, ça fait bien longtemps qu'on les conseille, qui sont toujours à la hauteur, me semble-t-il, qui produisent toujours beaucoup de contenu. C'est un petit peu... Ah, ça pour produire, ils produisent. Ouais. Ah, et apparemment, l'auteur a fait le même pour une fille. Rules for my newborn daughter. J'imagine qu'il l'a... Walker Lamont. Sinon, il aurait été radié. Probablement radié. On les remercie, Stéphane, ou encore quelques petits mots à leur dire à nos chers auditeurs et à toutes nos auditrices. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Eh bien, on a à leur dire que le sujet du pervers narcissique n'est probablement pas épuisé, que nous nous réservons la possibilité d'en reparler sur un autre support. Là, le problème, c'est que la fin des aventures de Sébastien avec son père devient tellement tarantinesque qu'elle échappe presque à la grille de lecture du sociologue. Là, c'est qu'on sait même plus... On ne sait plus quoi en penser, quoi en dire. Il y a des armes, des menaces, oui, il y a du vol d'argent. C'est ça, ouais. Ces coups d'argent qui n'ont plus vraiment de sens. Oui, on se rapproche doucement du crime en bande organisé. S'ils avaient acheté l'immeuble, ils seraient peut-être allés expulser les locataires à coups de fusil. Enfin, on ne sait pas. Vous pouvez peut-être écrire une fin potentielle, vous savez, comme dans les films où il y a la toupie qui tourne toujours à la fin. Dites-nous quel scénario pourrait se produire à l'issue de cette histoire. Voilà. Minuit 19 à San Francisco, 9h19 à Rome, me semble-t-il. C'est probable, oui. On vous remercie. On vous embrasse. Mes chéris, comme dirait un célèbre animateur. Et au prochain podcast à 450 likes. Exactement. Et que vous dire d'autre? Si vous écoutez ça avant le 25 décembre, ça veut dire qu'il vous reste quelques jours, quelques heures pour compléter votre collection de séminaires sur mathconsulting.fr avec 15% de réduction en tapant tout simplement le coupon Noël dans le cœur. 15% cumulable avec la remise groupée habituelle, c'est-à-dire celle qui grossit, celle qui grandit avec le nombre de produits dans le panier. Voilà. Et vous avez même encore une autre cumulable qui est 10% si vous êtes VIP, là c'est la totale. Joyeux Noël et bonne fête. Joyeux Noël et au mois prochain, ou avant, ou après, c'est vous qui décidez en levant le pouce. Le jour se lève, donc il fait, ça a l'air, ouais. J'étais à un dîner bien naze hier soir, je n'aurais pas dû. Parfois il faut sortir, simplement pour se rappeler qu'en fait la vie des gens n'est pas si formidable que ça et que la tienne est bien.